Bonjour, PSF 211, méthode de recherche en psychologie. Aujourd'hui, on va parler dans le cadre de cette capsule des méthodes observationnelles. On va rentrer un peu plus en détail dans les méthodes observationnelles. Donc, euh, on a parlé dans le passé des sondages, des questionnaires, des mesures auto-rapportées et il ne fait aucun doute que ces méthodes-là, auto-rapportées, sont extrêmement populaires et, j'avais déjà dit, sont extrêmement utiles et pertinentes pour mesurer certains trucs et pour tester certaines affirmations. Mais, évidemment, vous savez déjà qu'on peut utiliser d'autres méthodes et une de ces méthodes-là, c'est la méthode observationnelle. Okay? Euh, Lorsqu'un chercheur observe les gens ou les animaux et qu'il note systématiquement comment ils se comportent, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, le nombre de fois qu'ils font un certain comportement, l'intensité avec laquelle ils font un certain comportement, on dit que la recherche est observationnelle. Okay? Comparativement à une recherche auto-rapportée où on dit que la recherche est observationnelle. Et évidemment, certaines personnes font plus confiance aux données observationnelles qu'aux données auto-rapportées à cause justement des problèmes avec les données auto-rapportées euh, que je vous ai mentionnés là, dans le cadre du ou des dernières capsules. Là. Des problèmes au niveau de la formulation. Hein, vous vous souvenez des questions à négation, des questions qui avaient plusieurs questions à l'intérieur d'une même question. Euh, des problèmes donc au niveau de la formulation, des problèmes au niveau du regroupement, des problèmes au niveau de l'ordre de présentation, des problèmes au niveau de la désirabilité sociale, et tous ces trucs-là font en sorte que certains chercheurs font plus confiance aux données comportementales qu'aux données auto-rapportées. Ici, un nouveau mot, données comportementales, on veut dire des données observationnelles. Okay? Des données comportementales, c'est des données observationnelles. On regarde la personne se comporter. C'est un synonyme. Okay? Du moins pour certaines variables. On avait vu qu'il y avait des variables qui étaient vraiment plus appropriées pour de l'auto-rapporté, mais pour plusieurs trucs, certains chercheurs euh, valorisent plus, disons, les données comportementales observationnelles que auto-rapportées. Alors, pour vous donner un exemple de certaines méthodes observationnelles, certaines choses qu'on peut mesurer avec la méthode observationnelle, les exemples suivants sont tous issus de vraies recherches publiées. Okay? Euh, et on parle ici, tous ces exemples-là sont des recherches qui ont utilisé la méthode observationnelle pour tester une affirmation de fréquence et s'intéresser à la fréquence de certains comportements. Okay? Alors, par exemple, il y a des recherches où les gens se sont placés dans un restaurant et ont noté le montant de malbouffe que les gens consommaient, que les consommateurs consommaient. C'est assez simple à voir. Tu vois les gens avec leur plateau, par exemple. Tu peux te placer dans un, je sais pas moi, un buffet, puis tu vois les gens avec leur plateau, puis si tu as des gens placés à quelques endroits dans le restaurant, tu peux simplement voir ce que les gens ont sur leur plateau. Okay? Il y a des études qui ont compté le nombre de chauffeurs qui font un arrêt complet à une intersection. Il y a des études qui observent des athlètes et qui évaluent leur équilibre physique, là, pas leur équilibre mental, là, mais leur équilibre physique là, chez des athlètes qui ont subi différents niveaux de commotion cérébrale. Il y a des études où des observateurs écoutaient les commentaires de parents de joueurs pendant une partie de hockey pour essayer de comprendre les comportements et l'effet des parents sur les joueurs. Dans le fond, je pense que je vais vous reparler de cette étude-là un peu plus tard. Il y a des études qui ont observé et noté ce que les familles mangent pour le dîner, et ainsi de suite. Okay? Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être observées. Euh, et tous ces exemples-là, c'était toutes dans des études qui étaient des études de fréquence. Okay? Mais l'observation n'est pas obligée d'être utilisée uniquement pour des études de fréquence. On peut l'utiliser pour des études de relation. Vous pouvez observer la variable A, observer la variable B, puis là, regarder s'il y a une corrélation entre les deux. Et ça peut être aussi au niveau causal, pour des recherches causales. Vous pouvez, je
pas moi, donner un médicament à tel groupe 1, puis pas donner le médicament au groupe 2. Puis là, observer si le groupe 1 fait tel comportement plus que le groupe 2, tel que prédit par la prise du médicament. Donc, vous pouvez utiliser l'observation pour toutes sortes d'affirmations. Mais, évidemment, c'est toujours le même jeu en termes de méthode de recherche. Comme c'était le cas pour les items autorapportés, il faut absolument s'assurer que les observations, maintenant, ont une bonne validité de construit. Avant, c'était les items, les questions, qu'on doit s'assurer qu'elles ont une bonne validité de construit. Bref, qu'elles mesurent bien ce qu'elles sont supposées mesurer. Ben là, c'est les observations auxquelles on doit faire attention par rapport à la validité de construit. Est-ce que ce qu'on observe décrit bien ou cible bien ce que l'on veut mesurer? C'est la même question, dans le fond. Donc, cette question de validité de construit est centrale. Si vous lisez une étude qui a utilisé la méthode observationnelle, donc vous savez qu'ils ont observé quelque chose, il faut que vous vous demandiez, c'est quoi la variable d'intérêt? C'est quoi qu'ils essayaient d'observer? Et là, vous devez essayer de déterminer, est-ce que les observations, puis les choses qu'ils observaient, est-ce que ça mesure vraiment la variable d'intérêt? C'est exactement la question de validité de construit. Et on pourrait dire, c'est plus facile, la validité de construit avec l'observation, parce que tu n'as pas à écrire des questions, tout ça, tu fais juste te pointer puis observer. Mais ça serait faux de penser comme ça, parce que l'observation peut sembler intuitivement facile, comme je dis, juste se pointer, puis regarder, puis remarquer ce que tu vois. Mais il y a beaucoup de travail qui va dans les études observationnelles, beaucoup plus que ce qu'on pense, parce que les chercheurs travaillent très fort pour s'assurer que leurs observations sont évidemment fidèles, vous devriez savoir ce que ça veut dire, et valides, vous devriez aussi savoir ce que ça veut dire. Et plus spécifiquement, au niveau de la validité de construit, est-ce qu'on mesure bien ce qu'on est censé mesurer? Est-ce qu'on observe? Est-ce que nos observations nous donnent bien de l'information sur ce qu'on veut savoir? Il y a 3 menaces potentielles. Comme il y avait des menaces dans le cadre des études auto-rapportées, on avait vu certaines menaces comme des problèmes de formulation, des problèmes de désirabilité sociale, des problèmes de présentation des items, l'ordre dans lequel ils sont présentés. Ici aussi, il y a des menaces à la validité de construit. Et il y en a 3 spécifiques sur lesquels on va se pencher. Le biais de l'observateur, l'effet de l'observateur et la réactivité. Et on va regarder chacun de ces 3 en détail. Et comme on l'avait fait dans le cadre de la dernière présentation, on va regarder donc le problème avec chacun de ces 3, un à la fois, puis ensuite des solutions potentielles. Okay? Toujours en maintenant cette idée que chaque solution a toujours un prix et que le chercheur ou la chercheure doit essayer de trouver la solution avec laquelle il ou elle est la plus confortable pour sa recherche. Mais donc, l'idée est que plus une mesure évite ces 3 problèmes-là, meilleure est sa validité de construit. Donc, voyons le premier problème, le biais de l'observateur. Donc, le biais de l'observateur, c'est très simple à comprendre, c'est que vous, en tant qu'observateur, vous avez, même si vous ne vous en rendez pas compte, et les chances sont bonnes que vous vous en rendiez pas compte, vous avez toutes sortes d'attentes, de présuppositions, de choses que vous prenez pour acquis à propos de la situation que vous êtes en train d'observer et à propos des gens que vous êtes en train d'observer, ou même des animaux que vous êtes en train d'observer. L'être humain étant un animal, gens égale animaux. Bon, en tout cas. Et que vos attentes vont influencer comment vous interprétez les comportements des gens. Donc ici, vos attentes influencent comment vous interprétez les comportements des gens. Et donc, je le répète, c'est que ça, c'est parce que quand on juge les comportements des gens, on ne le fait jamais de manière... on le fait pas de manière purement objective. On le fait toujours de manière non objective.
On le fait tout le temps en fonction de nos attentes ou de nos hypothèses. C'est ça, être un être humain. C'est juste comme ça. On ne peut pas s'en défaire. On peut pas s'en défaire. Le, le cerveau humain est une machine qui, d'une certaine manière, prédit. C'est une machine qui est experte à prédire qu'est-ce qui va arriver maintenant, qu'est-ce que telle personne va faire, est-ce que cet animal-là va m'attaquer ou non, est-ce qu'il y a un danger ici, quelles sont les chances que telle chose arrive. C'est ça qu'on fait, c'est ça que notre cerveau fait, ça nous permet de survivre depuis des millénaires, et même plus, c'est comme ça. Donc, vous ne pouvez pas dire à votre cerveau, fais juste observer ça de manière neutre. Non, il n'y a pas de neutre. Le cerveau observe toujours dans un contexte. Et vous prenez toujours le contexte en contexte. Hein. Vous le prenez en compte lorsque vous observez. Et le contexte, à l'intérieur du contexte, il y a aussi toutes les choses que vous avez en mémoire, vos attentes, vos hypothèses, et ainsi de suite, qui viennent biaiser, si on veut, votre observation, votre interprétation de l'observation. Okay? Et il y a une étude là-dessus qui est vraiment intéressante, une très vieille étude évidemment, mais c'est une classique, elle démontre bien le principe. L'étude de Langer et Abelson en 1974. Donc ça, c'est 3 ans avant ma naissance, pour vous dire comment vieux c'est. Et une étude faite avec des thérapeutes psychanalystes. OK. OK. J'ai en mémoire l'étude, donc je vais vous la décrire de manière très sommaire. Ça se peut qu'il y ait des petites différences, mais l'idée générale va sortir. OK? Dans cette étude-là, ce que les chercheurs avaient, c'est qu'il y avait 2 groupes de thérapeutes psychanalystes. Il y a des gens qui sont supposés être experts à bien interpréter les autres, parce que ce sont des thérapeutes, et puis des psychanalystes sont supposés bien comprendre l'être humain profondément, et ainsi de suite. Bon. Fait que vous avez 2 groupes. Je me souviens plus le nombre, ok? Disons 25 et 25. Et ces 2 groupes-là, je crois, regardaient... oui, c'est ça. Je pense qu'ils regardaient un film d'une personne. Un film d'une personne qui répondait à des questions. OK? Le premier groupe, on avait dit à ces thérapeutes-là, la personne que vous allez voir, elle répond à des questions dans le cadre d'une entrevue de travail. Okay? Donc, eux autres avaient comme attente que la personne qu'ils sont en train de voir parler, là, c'est dans le cadre d'une entrevue de travail. Et le deuxième groupe, on leur avait dit, la personne que vous êtes en train de voir répondre à des questions, c'est dans le cadre d'une session de thérapie. Elle est en thérapie présentement. Donc, évidemment, je pense que les questions à laquelle la personne sur le film répondait, ce n'étaient pas des questions qui vous permettaient de savoir. Le contenu des questions ne vous permettait pas de savoir. Genre, c'était du contenu qui pourrait être correct, soit dans une entrevue de travail ou dans le cadre de la thérapie. T'sais? Donc, on ne pouvait pas juger avec les questions. Tout ce qu'on demandait aux thérapeutes, c'était par la suite, d'écouter le bonhomme et par la suite de donner leur idée par rapport au bonhomme en question, sa personnalité, et ainsi de suite. Okay? De le juger sur toutes sortes de mesures. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, c'est fait sur des thérapeutes. Donc, ils devraient, des experts du comportement humain, ils devraient tous arriver pas mal à la même observation, pas mal aux mêmes inférences par rapport au bonhomme. Mais ce qui est arrivé, c'est que le groupe à qui on avait dit que c'était un bonhomme dans le cadre d'une entrevue de travail, ils ont observé chez le bonhomme que ce bonhomme-là était chaleureux, était confiant, projetait c'est ça, de la confiance en soi, du professionnalisme, etc. Okay? Et les bonhommes, oui, et du positif aussi, il y avait l'air excité, et ainsi de suite, donc motivé. Et les thérapeutes à qui on avait dit que c'était un bonhomme qui était en thérapie, et qui répondait à des questions dans le cadre d'une session thérapeutique, ils ont dit que ce bonhomme-là avait l'air plutôt froid,
avait l'air plutôt nerveux. Donc, l'excitation du groupe 1 a été perçue comme la nervosité du groupe 2, qui avait l'air un peu rigide et confrontant. Okay? Donc, ce qui avait été perçu comme la confiance en soi dans le groupe 1 était perçu comme de la rigidité ou de la confrontation dans le groupe 2, et ainsi de suite. Donc, vous voyez le principe, c'est qu'on a des experts ici du comportement humain qui observent la même chose, puis on leur pose des questions sur le bonhomme qu'ils ont observé, puis ils devraient être capables d'inférer pas mal la même chose sur le bonhomme, mais ce qu'on leur a dit à propos du contexte vient complètement brouiller les cartes. Complètement brouiller les cartes. Et ça, c'est une belle description du biais de l'observateur. Okay? Maintenant, dans cette étude-là, on avait vraiment imposé un certain biais de l'observateur parce qu'on avait dit aux gens, ce bonhomme-là est en thérapie ou bien ce bonhomme-là est présentement en entrevue. Okay? Et vous pourriez vous dire, mais dans la vraie vie, on n'a pas des instructions comme ça. Mais ça fait rien. Dans le background de votre tête, dans votre mémoire, il y a tout le temps des présuppositions. Il y a tout le temps des préjugés, des présuppositions, des stéréotypes. C'est constamment. Donc, il est impossible que vous puissiez observer des choses de manière neutre. Maintenant, il y a plein de choses que vous pouvez observer très correctement, même si vous avez toutes sortes d'informations en mémoire. C'est juste que ces informations-là ne viennent pas suffisamment biaiser l'observation à ce moment-là. Donc, c'est possible que vous observiez quelque chose et que votre biais de l'observateur ne vienne pas brouiller vraiment les cartes au niveau de l'interprétation. Pour certaines choses. C'est possible. Mais c'est fortement possible que ça vienne le faire des fois. Donc, c'est un problème potentiel. Qui est différent que l'effet de l'observateur. L'effet de l'observateur, comprenons-le par rapport au biais de l'observateur. Okay? On a dit que le biais de l'observateur, ça influençait comment vous interprétez le comportement d'autrui. L'effet de l'observateur, c'est que toutes ces mêmes croyances que vous avez, ces mêmes hypothèses, ces mêmes prédictions, ces mêmes stéréotypes, toutes ces informations qui vont venir brouiller votre interprétation, elles vont aussi changer subtilement la façon dont vous agissez, très subtilement, et ça va subtilement avoir un effet sur la personne que vous observez. Et ça va venir modifier ses comportements à lui ou à elle, sans que vous fassiez exprès. Ça, c'est l'effet de l'observateur. Alors que le biais, ça modifie votre interprétation du comportement, l'effet de l'observateur, c'est que les mêmes choses qui causent le biais de l'observateur, causent aussi des petits changements dans votre comportement, dans ce que vous dites, dans la façon dont vous réagissez, dans la façon dont vous vous tenez, qui fait en sorte que ça va changer le comportement des gens que vous êtes en train d'observer. Okay? En présupposant, évidemment, que ces gens-là vous voient et interagissent avec vous. Parce qu'une des façons d'empêcher ça, c'est de faire en sorte que les gens ne vous voient même pas en train de les observer. On parlera de ça. Mais si vous êtes en interaction avec eux autres, du moins que les gens peuvent vous voir, sans nécessairement avoir à parler, vos petites réactions non verbales peuvent venir changer leur comportement. Et plus spécifiquement, les gens ont tendance à changer leur comportement, les gens qui sont observés, pour se conformer aux attentes de l'observateur, pour se conformer à ce qu'ils pensent que sont vos attentes. Donc, c'est intéressant parce que d'un côté, s'il y a un effet de l'observateur, vos réactions changent potentiellement le comportement de la personne que vous observez, mais la personne que vous observez, elle change son comportement en se basant sur ce qu'elle interprète de vos petits comportements. Et donc, elle a aussi son biais de l'observateur, et fait que ça donne un joyeux bordel. Il y a des problèmes, évidemment. T'sais? Alors, un exemple de ça, c'est une autre étude classique, évidemment, de Rosenthal et je pense que ça se dit Fod, en 63, avec des rats de laboratoire. Dans cette étude-là, on donnait à des étudiants en psychologie
dans le cadre d'un cours sur la psychologie de l'apprentissage. Il y a une grande partie de la psychologie de l'apprentissage où on peut faire des études avec les rats, on peut les entraîner. Et on peut les entraîner à devenir meilleurs dans le cadre d'une tâche qui est résoudre un labyrinthe, donc arriver à la fin d'un labyrinthe, par exemple. Donc, beaucoup d'études sur des rats ont utilisé des tâches de labyrinthe. Alors, dans cette étude-là, encore une fois, je vais vous décrire en général ce que c'est. Là. Si vous voulez la lire plus en détail, laissez-moi le savoir. Deux groupes d'étudiants auxquels on donne des rats qui sont génétiquement, ils sont quasiment des copies génétiques l'un de l'autre. C'est le même rat, fondamentalement. Euh, on peut se faire reproduire des rats pour donner certaines caractéristiques chez des rats. Et ces rats-là ont été produits d'une certaine manière qu'ils ont tous le même niveau de, entre guillemets, intelligence, de capacité là, en termes de résoudre des labyrinthes. OK? Mais au premier groupe, on dit aux participants, vous devez entraîner ces rats-là à faire le labyrinthe. Vous avez une semaine, par exemple. Et au premier groupe, on dit votre rat est un rat qui vient d'une souche de rat qui est particulièrement intelligent. Il est vraiment, vraiment fort. Okay? Et au deuxième groupe, on dit aux étudiants voici votre rat, chacun, puis vous devez l'entraîner au labyrinthe. Et votre rat, juste pour vous laisser savoir, il vient d'une souche qui est vraiment, vraiment idiote, en fait. Il a été. Euh, tous ses ancêtres à ce rat-là sont vraiment poches dans les labyrinthes, sont extrêmement lents. Mais en tout cas, vous devez l'entraîner. OK? Et évidemment, souvenez-vous, ce sont des rats qui sont génétiquement complètement similaires. Là. Il n'y a pas de différence entre ces rats-là. Et ce qui nous intéresse, c'est à la fin de la semaine, qu'est-ce qui se passe avec la capacité des rats de se résoudre ces labyrinthes-là. Ben, ce qu'on retrouve, c'est que les rats qui avaient été décrits comme super intelligents, ben, ils ont une meilleure performance à la fin de la semaine à résoudre tous ces labyrinthes-là que les rats qui ont été décrits comme vraiment pas intelligents. Maintenant, c'est bizarre parce que techniquement, il n'y a aucune différence entre les rats au niveau de l'intelligence, au niveau de la capacité à résoudre ces labyrinthes-là. Il n'y a aucune différence. Donc, la différence, elle est où? La différence, elle est dans les étudiants qui entraînent les rats. Et la différence est spécifiquement que les étudiants à qui on a dit que ces rats étaient intelligents s'attendent à plus de leurs rats et vont les pousser plus et vont les entraîner mieux à résoudre le labyrinthe, ils vont les faire plus souvent pratiquer, par exemple. Les participants, les étudiants à qui on avait dit que leurs rats étaient idiots, vont s'attendre à moins de leurs rats, vont moins les faire pratiquer, et ainsi de suite. Et donc, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, ça va donner des réelles différences en termes d'apprentissage chez ces rats-là, qui sont drivés par quoi, qui sont menés par quoi ces différences-là? Purement par l'effet de l'observateur, par l'effet des participants humains qui observent leurs rats et qui les entraînent. Okay? Donc ça, c'est un bon exemple de ça. Il y a eu des études, je pense, de Rosenthal aussi, je crois, sur le même genre de phénomène avec des professeurs, puis les attentes des professeurs sur certains étudiants. Qu'est-ce qui arrive quand qu'est-ce qui arrive quand un professeur dit à un collègue, ah, t'as telle personne dans ta classe cette année? Ah, tu vas voir, il est vraiment pas brillant. Ou bien, ah, tu vas voir, elle est vraiment brillante. Parce que ça arrive, là, tu sais. Pas au collège, on parle pas de ça, évidemment. Mais, tu sais, des fois, au primaire ou au secondaire, tu sais, on va dire, tu vas voir, il va avoir de la misère, lui. Ou bien, ah, tu vas voir, elle est vraiment rapide. Okay? Ben, des petits comportements, des petits messages comme ça peuvent avoir un impact énorme sur comment ces professeurs-là, ces enseignantes-là vont traiter ces élèves-là. Puis il y a des données vraiment intéressantes dans les écoles primaires et secondaires, des études qui ont été faites au niveau primaire et secondaire là-dessus. À ma connaissance, pas au niveau universitaire, parce que par le temps que tu arrives à un niveau universitaire, l'étudiant, tu sais, l'étudiant
étudier au niveau universitaire, c'est vraiment prendre tes propres choses en main. Donc, ce que le prof dit ou ce que le prof fait, c'est moyennement important comparativement. Mais au primaire et au secondaire, c'est tout. Et donc, si le prof a l'impression que tu es moins bon au niveau primaire, par exemple, ça va vraiment changer la façon dont il ou elle va se comporter. Sans qu'il ou elle le fasse exprès. C'est ça qu'il faut comprendre, là. C'est pas exprès, là. C'est pas exprès, puis c'est même pas dans le but de désavantager ou d'avantager quelqu'un, là. C'est purement inconscient, tout ça. Donc ça, c'est l'effet de l'observateur. OK, alors arrêtons-nous là ici pour l'instant pour regarder ce qui peut être fait contre ça, contre ce biais et contre cet effet de l'observateur. Hein? Ben, on peut essayer au maximum de prévenir. N'oubliez pas, hein, c'est toujours une question relative. C'est pas une question de l'amener à zéro, ces problèmes-là, ces deux problèmes-là, mais c'est des questions de réduire le plus possible. Okay? Puis de maximiser le plus possible la validité de construit. Mais pour la maximiser, cette validité de construit-là, d'une mesure observationnelle, il faut minimiser le biais et l'effet de l'observateur. Une chose qui peut être faite, c'est qu'on doit bien entraîner les observateurs à être très précis. Donc, être observateur dans une étude, c'est pas juste dire pointe-toi là, dis-moi tout ce que tu vois, puis that's it. C'est pas du tout ça, là. Quand tu es observateur dans une étude, tu as des instructions très précises sur qu'est-ce que tu dois observer, qu'est-ce que tu dois ne pas observer, et spécifiquement, qu'est-ce que tu dois observer à propos de ce que tu observes, là. Comment tu dois évaluer le comportement d'intérêt que tu observes. Donc, c'est pas juste dis-moi ce que tu vois, là. Si tu fais une étude sur l'agressivité chez les enfants, c'est pas juste pointe-toi dans une cour d'école là, pendant la récréation, puis là, dis-moi si tu vois de l'agressivité ou non. C'est pas ça. C'est beaucoup plus précis que ça. On s'intéresse à des comportements très précis, puis on utilise un guide qui décrit les différentes dimensions du comportement qu'on doit noter et les différentes manières de les évaluer. Alors, une bonne exemple de ça, c'est une étude comportementale sur les comportements des parents de joueurs de hockey, faite par Bowker et ses collaborateurs en 2009. C'est l'étude sur laquelle j'avais dit que je reviendrais en parlant des commentaires des parents lors d'un match de hockey. Okay? Donc, dans cette étude-là, on ne demandait pas aux observateurs, faites juste vous pointer, puis notez qu'est-ce que les parents disent. On s'intéresse au comportement des parents, des joueurs pendant une période. Notez ce que les parents font. Puis ensuite, on va regarder ça. Non, c'est pas comme ça. On leur a donné tout un guide d'observation. Okay? Et spécifiquement, on s'intéressait à évaluer les choses qu'on retrouve ici à droite, là. Donc, il voulait que les observateurs notent les commentaires des parents selon l'échelle suivante. Positive general, positive specific, corrective instructional, negative et neutral. Okay. Positive general, c'était des commentaires qui sont définis comme positifs en termes de tonalité, okay, et qui sont dirigés à l'équipe en général, sans donner de commandes ou d'instructions, genre Let's go les boys, ou bien bel effort, ou beau travail, alright, c'est beau, quelque chose comme ça. Okay? Les observateurs devaient noter le nombre de fois que les parents faisaient des commentaires comme ça. Positive specific, c'est des commentaires qui, encore dans leur tonalité, sont positifs, mais qui sont dirigés à un joueur spécifique. Ou à une affaire spécifique. Donc, ouais, belle passe, Martin! Ouais, tu sais, quelque chose comme ça. OK? Bel effort, un bel effort, Jonathan, quelque chose comme ça. OK? Corrective instructional, c'est des commentaires qui sont définis comme incluant une action spécifique qu'on demande à un joueur de faire. Et ici, on incluait des commentaires plus... on incluait des commentaires à tonalité positive, comme
Va chercher la POC, va la chercher. Donc ça, c'est une commande, c'est comme correctionnel. C'est une instruction, mais c'est positif. C'est alright, va la chercher, commande. Et on incluait aussi des trucs plus négatifs. Recule, recule, défense, défense, couvre-le, couvre-le, ok? Des trucs comme ça, c'est instructif, mais c'est plus négatif, d'une certaine manière. Dépendant de la tonalité, là. Ça dépendait de la tonalité. Mais la façon dont c'était dit. Donc, vous voyez, là, il y a une grande différence entre positive general, positive specific, corrective instructional, ok? Il y avait aussi negative, ça c'est des commentaires qui sont définis comme étant des critiques, où on critique une cible. C'était souvent par rapport à l'arbitre. Hein. Et on s'intéressait spécifiquement à des commentaires sarcastiques. Ah, quel genre d'arbitre, tu sais, des questions qui n'ont pas de réponse. Ça. Où c'est que tu as pris ton, je sais pas moi, comment t'es devenu arbitre ou quelque chose. T'appelles ça une pénalité ou quelque chose comme ça, tu sais. Donc, négatif. Et neutre, neutral, c'était des commentaires qui se définissaient comme des choses qui ne rentrent pas dans aucune des catégories, euh, euh, des autres catégories. Là. Ou des choses qui n'avaient pas rapport au jeu. Comme un parent qui demande à un autre, t'as-tu fait la réservation pour l'hôtel pour le tournoi du mois prochain, par exemple? Okay? Donc, on demandait aux observateurs de s'intéresser uniquement à ces comportements verbaux-là. Okay? Et chaque remarque était codée en termes de est-ce que c'est du positive general, du positive specific, du corrective instructional, du negative ou du neutral. Okay? En plus d'être codé par rapport à lequel de c'est, c'était aussi codé en termes d'intensité. Sur une échelle en 3 points. 1. Spoken relatively quietly, with little or no emotion. 2. Louder, more intense speech, stronger emotion, but controlled. 3. Loud, intense speech, extreme emotional content. Et donc, tu sais, quelque chose de positif pouvait être 1, 2 ou 3 en termes d'intensité. Quelque chose de négatif pouvait être 1, 2 ou 3 en termes d'intensité. Même quelque chose de neutre, mais ça serait j'imagine que ça serait plus rare. Neutre était probablement celui qui était où il y avait peu d'intensité, là, mais positive general, positive specific, corrective instructional et negative pouvaient être 1, 2 ou 3 en termes d'intensité. Okay? Donc, on demandait aux observateurs d'identifier quel genre de commentaires c'était en se basant sur cette rubrique-là, et en plus d'identifier l'intensité. Et c'est uniquement ça que les gens observaient, très spécifique. Donc, c'était pas juste pointez-vous puis notez ce que les parents disent puis la manière dont ils disent. C'est très, très spécifique. Donc, ça demande beaucoup d'entraînement pour être un observateur dans une étude observationnelle. Et cet entraînement-là, meilleur il est, plus ça diminue, plus ça augmente la validité de construit. Hein? En diminuant la possibilité d'un biais et d'un effet de l'observateur, parce que les observateurs se concentrent vraiment sur des choses très, très spécifiques. Donc, il y a moins de chances qu'ils soient impactés par leurs croyances et leurs attitudes et leurs hypothèses. Mais c'est encore possible. Une autre stratégie pour diminuer le risque du biais de l'observateur, entre autres, ici, c'est en utilisant plusieurs observateurs. Juste en utilisant plusieurs observateurs. Et ça permet de mesurer quelque chose qu'on a déjà vu, qui est la fidélité interjuge. Si tous les observateurs notent la même chose, soit ils ont tous les mêmes biais, qu'ils ont tous biaisé de la même manière, ce qui est possible, mais les chances sont plutôt que s'ils ont tous observé la même chose, c'est parce que leur observation est valide. Okay? Parce que chacun a ses propres biais, voit les choses de sa manière, puis ils sont tous arrivés à la même conclusion. La fidélité interjuge. Si la fidélité interjuge est bonne, ça augmente la validité de construit de l'étude. Et la fidélité interjuge, on peut la quantifier, la mesurer avec un indice de corrélation qui va de 0 à 1. C'est un indice statistique qu'on peut mesurer qui va de 0 à 1.
Et 0, c'est... il n'y a aucune relation entre ce que les 3 juges ont dit. Donc, les 3 juges ne s'entendent pas du tout. Et 1, c'est les 3 juges s'entendent parfaitement. Chacun a dit la même chose. Chacun est arrivé aux mêmes conclusions. Okay? Ou les 2 juges, par exemple, si j'ai 2 juges. Donc, si, par exemple, je vous montre une couleur, ben, prenons quelque chose de très simple. Disons que je vous montre, j'ai des panneaux que je vous montre. Certains panneaux sont noirs, certains panneaux sont blancs. Puis il y a 2 juges. Okay? Vous et votre ami, vous êtes juge. Puis je vous montre un premier panneau. Si vous dites que le panneau est noir, puis votre ami dit qu'il est blanc, ben la corrélation est de 0. Parce que vous avez dit 2 choses complètement différentes. Si vous dites blanc, puis lui dit noir, 0. Mais si je vous montre un panneau blanc, puis les 2 disent blanc, ben la corrélation est parfaite, elle est de 1. OK? Pour comprendre très simplement. Un bel exemple de ça, c'est un exemple d'une étude sur le discours parental effectuée par Campos et ses collaborateurs en 2013. Il y a beaucoup d'études sur le développement de l'enfant qui s'intéressent à comment les parents parlent aux enfants. Okay? Comment ils adaptent leurs mots, leur vocabulaire, leur tonalité aussi. Alors, dans cette étude-là, les observateurs devaient entre autres s'intéresser à ce qu'on appelait le emotional tone, le ton émotionnel avec lequel que les parents utilisaient lorsqu'ils parlent à leurs enfants. Okay? Ils devaient évaluer ce ton. Donc, ils écoutaient des enregistrements de discours d'échanges entre parents et enfants, les observateurs. Et ils devaient évaluer la tonalité émotionnelle des parents sur une échelle de coldness, hostility, okay? Ou warmth, happiness, okay? Sur une échelle Likert, là, qui allait de 1 à 7. 1 était cold, hostile, 4 neutral et 7 warm, happy. Okay? Donc on pourrait imaginer disons que le parent dit à l'enfant qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu as fait ça? Ça serait cold, hostile, par exemple. 4, ça serait c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as fait là? Ça serait neutral. Puis qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu as fait là? Ça serait 7, par exemple. Warm, happy. T'sais? Et donc, on définissait vraiment très spécifiquement là. Cold, hostile, c'était des communications qui sont très rapides et qui ont l'air fâchées, vraiment. Qui ont un genre d'émotion fâchée. Neutre, c'est ni cold hostile, ni warm et happy. Et warm et happy, c'était des communications où il y a des rires, il y a des sourires. C'est vrai, on pouvait voir, c'était pas juste la voix qu'on entendait dans cette étude-là, on voyait des vidéos d'enfants et de parents qui interagissaient. Le parent s'approche plus de l'enfant, il bouge avec sa tête, il n'y a pas vraiment d'émotions négatives. Et donc, les codeurs, quand on dit les codeurs, ce sont les juges, les observateurs. Bref, les juges, les codeurs, les observateurs, tout ça, c'est des synonymes. Là. Ils devaient regarder des vidéos et juger la tonalité émotionnelle des parents. Lorsque ces parents-là, je pense, étaient seuls, lorsqu'ils étaient avec leurs partenaires et lorsqu'ils étaient avec leurs enfants, par exemple. Okay? Et donc, pour notre intérêt ici, ce que vous voyez ici, c'est une partie prise de l'article de cette étude-là. Et ce qui est intéressant ici, c'est ce qu'on voit ici, là, la phrase « Inter-rater reliabilities for emotional tone alone » était 0.92, with partner 0.91 and with child 0.95. They were high. Ça, cette phrase-là, ce qu'elle veut dire, c'est que la fidélité interjuge, lorsque les gens devaient évaluer le ton des parents lorsque les parents étaient seuls, était de 0.92. Lorsque les parents étaient avec leurs partenaires, la fidélité interjuge était de 0.91. Et lorsque les parents étaient avec leurs enfants, la fidélité interjuge était de 0.95. Ça veut dire, en bref, que, mettons ça, ça veut dire que lorsque les parents étaient seuls, lorsque les juges regardaient des parents seuls, les juges s'entendaient sur 92% de leurs observations.
Lorsque les parents étaient avec des partenaires, les juges les regardaient parler avec leurs partenaires. Les participants s'entendaient sur 91% de leurs observations. Et lorsque les observateurs regardaient les parents interagir avec leurs enfants, les participants s'entendaient sur 95% de leurs observations. C'est très fort. Okay? Vous pourriez dire, pourquoi pas 100%? C'est très rare, 100%. 95, 91, 90, c'est super fort. Okay? À partir de 70, 80, là, ça commence à être assez fort. Là. C'est rare que vous allez... Sur des trucs compliqués comme ça, c'est rare que vous allez avoir du 100%. Sur mon exemple noir versus blanc, là, ça devient très simple. Et si je vous montre un carré de noir ou blanc, puis vous devez dire si c'est noir ou blanc, vous allez arriver à du 100% facilement. Okay? Mais j'ai juste à compliquer les choses. Si je vous montre des photos de gens, puis je vous demande est-ce que cette personne-là est noire ou blanche, okay? Ben, puis j'ai 3 observateurs, par exemple. Mais ça se pourrait des fois que vous n'arrivez pas à du 100%, parce qu'il y a des gens qui sont comme un peu entre les deux. Puis certaines personnes vont dire, ben, cette personne-là est blanche. D'autres personnes vont dire, non, je pense qu'elle est noire. Puis vous n'arriverez pas à du 100% nécessairement. Donc c'est dur d'arriver à du 100%. On arrive à du 100% juste quand on a des trucs très très simples à observer. Puis les choses très très simples à observer sont plates. C'est pas des choses qui donnent des études intéressantes. Donc ici, 95, 92, 91, c'était remarquable. C'est très très fort. Donc évidemment, utiliser plusieurs observateurs, ça élimine pas le biais de chacun. Chaque observateur a des biais. Mais l'idée, c'est que chaque observateur a des biais potentiellement différents, a son propre point de vue, et donc, si à travers tous ces observateurs-là, on s'entend sur nos observations, ben, on peut être plus confiant que nos observations sont valides. Hein? S'il y a des disparités importantes entre les observateurs, si les observateurs n'ont pas vu les mêmes affaires, c'est pas nécessairement automatiquement à cause de leur biais. Ça peut être parce qu'ils ont juste besoin de plus d'entraînement en tant qu'observateurs. On ne les a pas assez entraînés à observer, à utiliser le système de codification qu'on leur impose. Ou bien le système de codification qu'on leur impose est mal défini. Il n'est pas assez précis. Ce système-là, là, par exemple, là, ici, qu'on voit ici, là. Okay? Ici, il est super bien défini. Peut-être que dans une autre étude, ça serait moins bien défini. Ce qui fait qu'on arrive à une mauvaise fidélité interjuge. Peut-être qu'on a besoin de plus d'entraînement et de prendre plus de temps à bien écrire c'est quoi exactement que vous allez observer, comment vous allez observer, comment vous allez le noter, etc. Pour augmenter la fidélité interjuge. Cela dit, retenez que fidélité n'est pas un gage de validité. N'est pas un gage de validité. Okay? Une opérationnalisation qui a une bonne fidélité interjuge n'est pas nécessairement valide. Si je vous demande à des observateurs de juger, de regarder des enfants puis de dire est-ce que cet enfant-là est grand ou petit, est-ce que c'est quelqu'un qui est considéré comme un grand enfant ou un petit enfant, tu peux avoir une bonne fidélité interjuge, très bonne fidélité interjuge, mais si j'utilise ça pour mesurer l'agressivité chez l'enfant, ben, ça n'a aucune validité. Okay? Donc, souvenez-vous que la fidélité est une partie de la question. Une mesure valide est toujours fidèle, mais une mesure fidèle n'est pas nécessairement valide. Repensez à l'étude de Langer et Abelson avec les thérapeutes psychanalystes, là, à qui on demandait de regarder un film d'un jeune homme et on avait dit à la moitié que c'était un client en thérapie, puis à l'autre moitié, on avait dit que c'était quelqu'un dans le cadre d'une entrevue de travail. Okay? Ben, tous ceux à qui on avait dit que c'était un client en thérapie, ils avaient tous une interprétation similaire. Que le bonhomme il était froid, qu'il était stressé, qu'il était potentiellement confrontant. Mais cette interprétation-là était inexacte. Donc, même s'il y avait fidélité interjuge chez ces gens-là, chez les 25 personnes à qui on avait dit que le bonhomme était en thérapie, leur observation, leur inférence par rapport au bonhomme était complètement fausse.
même si il y avait une fidélité interjuge. Donc, fidélité interjuge ne veut pas nécessairement dire qu'on arrive à la réalité. Mais, pour arriver à la réalité, il faut qu'il y ait une bonne fidélité. Okay? Donc, la fidélité interjuge est cruciale. On dit dans la business, on dit qu'elle est nécessaire, mais non suffisante. Il faut qu'il y ait une bonne fidélité interjuge, mais c'est juste la moitié de l'histoire. Elle est nécessaire, mais elle est non suffisante. Une autre stratégie qu'on peut utiliser pour prévenir le biais et l'effet de l'observateur, c'est d'utiliser un devis aveugle. Un devis aveugle, c'est que ça veut dire qu'on organise l'étude d'une certaine manière que les observateurs ne sont pas au courant c'est quoi les buts de l'étude, ils ne sont pas au courant c'est quoi les hypothèses. S'il y a deux groupes, par exemple, ils ne savent pas. S'ils observent des participants qui ont été mis dans un groupe ou dans un autre groupe, ils ne savent pas combien il y a de groupes. Ils ne savent même pas qu'il y a de groupes. Ils ne savent pas si leurs participants sont dans un groupe ou un autre. Ils ne savent rien. On leur demande juste de se pointer, puis d'observer en se basant sur cette grille-là, puis on les entraîne, puis that's it. Ils ne savent rien sur c'est quoi le but de l'étude, c'est quoi qu'on nous intéresse, c'est quoi les hypothèses, c'est qui les participants. Ils ne savent rien de tout ça. Donc, dans l'étude de Rosenthal et Faude avec les rats, si les étudiants n'avaient pas été informés des caractéristiques de leurs rats, ils n'auraient pas influencé le comportement des rats dans cette direction, puis tous les rats auraient terminé avec une performance similaire dans le labyrinthe, parce que c'est des rats génétiquement similaires. Okay? Donc, ça veut dire si on avait rendu le devis un peu plus aveugle, si les étudiants ne savaient pas. Parce que les étudiants étaient d'une certaine manière des observateurs de leur rats à ce niveau-là. Donc, il est mieux quand vous avez des observateurs que vous ayez des observateurs qui sont complètement neutres. Dans le sens où, neutres, je devrais peut-être pas dire neutres, mais qui sont complètement aveugles, pas au niveau physique où ils ne peuvent pas voir, hein, parce qu'on leur demande d'observer des choses, bien qu'il y ait des trucs qui peuvent s'observer simplement à l'oreille, si vous observez la voix, par exemple. Mais en tout cas, c'est mieux qu'ils soient aveugles. Ils ne savent pas c'est quoi les buts de l'étude, c'est quoi les hypothèses, c'est qui les participants, c'est quoi qu'on s'attend. Okay? Comme ça, il y a moins de chances qu'ils biaisent les résultats. Maintenant, on a parlé donc du biais et de l'effet de l'observateur et de différentes façons qu'on peut essayer de les prévenir, ces deux-là. Mais il y avait un troisième problème, un troisième enjeu avec les méthodes observationnelles, qui était la réactivité. Okay? Et la réactivité, c'est que parfois, même si vous faites super bien attention à ne pas biaiser les gens que vous observez, la simple présence d'un étranger, de quelqu'un qui les observe, change le comportement de la personne observée. Que cette personne-là réagisse à vos biais ou à vos comportements, ou non, peu importe. Le simple fait que vous soyez là, la personne va changer son comportement. C'est ce qu'on appelle la réactivité. La réactivité, c'est un changement de comportement lorsque un participant sait qu'il ou elle est observé. Et en passant, c'est la raison pour laquelle toutes les émissions de télé-réalité ne vous donnent pas du tout la réalité. Parce que les gens sont observés. En fait, on va reparler de ça. Mais pas de télé-réalité, mais je vais revenir sur cet argument-là. La plupart du temps, le comportement va être modifié par les gens qui sont observés, vont modifier leur comportement pour avoir l'air, évidemment, plus socialement désirable. Le biais de désirabilité sociale va rentrer en compte. Et il peut aussi en avoir dans le sens inverse. Les gens pourraient se contrôler pour avoir l'air plus tough ou plus tough qu'ils le sont en réalité. Disons. Mais généralement, ça va aller là. Pardon pour le bruit, là, il y a un camion qui passe. Ça va aller dans le sens de la désirabilité sociale. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un phénomène qui est uniquement humain. Zajonc, Heingartner et Herman en 1969, dans une étude classique, ont démontré que même des insectes sociaux comme des coquerelles changent leur comportement lorsqu'ils sont observés par d'autres coquerelles.
Ah, le com devrait avoir deux M, désolé, je pensais avoir révisé tout ça. Il est trop tard pour reprendre ça. Mais donc, même chez les coquerelles réagissent lorsqu'elles sont observées par d'autres coquerelles. La simple présence d'une autre coquerelle change son comportement. Peut-être pas complètement, là. Puis même chez l'être humain, pas complètement, mais la personne va peut-être agir un petit peu plus de manière socialement désirable. Et un petit peu moins de manière indésirable. Ok, je vais aller fermer ma fenêtre parce que ça fait trop de bruit. Attends un petit peu.